Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. La COP 28 se poursuit à Dubaï. Le vice-président conduit la délégation ivoirienne. Témoko Mélet Koné a exprimé l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les changements climatiques. Il a également mis l'accent sur les initiatives prises pour protéger les populations face aux effets néfastes de ce fléau. C'est la reprise des élections locales dans certaines circonscriptions en Côte d'Ivoire. Les électeurs sont sortis ce samedi pour exprimer leur suffrage. Le scrutin s'est déroulé dans le calme. Les bureaux de vote ont fermé depuis 17h. Place au dépouillement. Nos équipes nous rapportent l'ambiance dans ce journal. Afin que Sédougou, c'est une bouffée d'oxygène pour de nombreux jeunes. Ils ont bénéficié d'appui financier du gouvernement pour mener des activités génératrices de revenus. Plusieurs chèques et des bons de permis de conduire leur ont été offerts pour garantir leur autonomie financière. Le Burkina Faso et le Niger annoncent leur retrait du G5 Sahel créé pour lutter contre le djihadisme. L'information a été donnée aujourd'hui via un communiqué. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Soyez les bienvenus sur RTI1. Ce samedi, pour la page culture, je vous invite à un voyage dans le monde des arts de la scène en compagnie d'une figure emblématique, un nom qui résonne dans les coulisses du théâtre africain. Et la jeune génération peut ne pas encore le connaître, mais pour ceux qui ont savouré les moments mémorables du théâtre en Afrique de l'Ouest, Saïdou Bokoum reste une légende. Enseignant-chercheur, écrivain, dramaturge, metteur en scène et fondateur de la compagnie Phoenix, il a rythmé les planches avec des pièces telles que « En attendant mon gros taux »,« Madame le ministre »,« Chic choc chèque », j'en cite. Et j'en oublie peut-être. Mais ce soir, Saïdou Bokoum promet de partager avec vous, les téléspectateurs, sa passion pour le théâtre et la tradition orale qu'il enseignait à l'université Paris 8 Saint-Denis de 2002 à 2010. Une passion qui le dévore encore, même étant à la retraite. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Marilo. Le théâtre, c'est votre vie. Oui, c'est ma vie, parce que la vie est un spectacle, des fois plein de fureur ou de bruit, mais c'est ma vie. Je me suis abandonné dans la création et je suis ressorti vraiment, à mon avis, un peu augmenté. Et vous continuez d'écrire les lettres du théâtre et de la tradition orale. Vous allez nous en dire davantage. On va se retrouver dans une trentaine de minutes. Vous restez pour le moment avec nous. On va se rendre ensemble à Dubaï où les regards sont tournés parce que là-bas se tient la COP 28 et le vice-président ivoirien conduit la délégation de notre pays. Témoko Mélet Koné a exprimé l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre les changements climatiques. Il a également évoqué les initiatives prises pour protéger les populations face aux effets néfastes de ces fléaux. Jérôme Kofi Abolé. COP 28 à Dubaï. Le vice-président de la République, Témoko Mélet Koné, représentant le président de la République, Alassane Ouattara, a porté la voix de la Côte d'Ivoire ce samedi, au 3e jour des travaux de la conférence sur les changements climatiques. Témoko Mélet Koné a fait l'état des lieux des effets néfastes des changements climatiques qui constituent une menace de la planète. La COP 28 se tient au moment où la planète connaît un stress climatique sans précédent, engendré par des températures records et des épisodes météorologiques de plus en plus violentes et dévastateurs. À l'heure du premier bilan mondial de l'application de l'accord de Paris sur le climat, l'état alarmant de notre planète démontre que non-respect de nos engagements en matière de réduction de gaz à effet de serre n'a pas permis de limiter le réchauffement en dessous de 2 degrés Celsius. Des territoires insulaires disparaissent progressivement dans le Pacifique. Des pays à travers les continents sont dévastés par des phénomènes climatiques d'ampleur inédite liés au dérèglement climatique. Face à cette menace, le vice-président de la République appelle à une mobilisation de la communauté internationale. Nous devons tout mettre en œuvre afin que ce fonds qui suscite tant d'espoir soit à la hauteur des attentes des pays les plus vulnérables.
C'est aussi le lieu d'inviter le Fonds vert pour le climat et les autres partenaires à mobiliser davantage de ressources pour l'adaptation des pays africains aux effets du réchauffement climatique et en faveur du financement de la transition énergétique du continent. Toutefois, il faut éviter que le financement de la transition énergétique n'accroisse davantage la dette des pays en développement. Le temps nous est désormais compté. Les pays développés doivent résolument décarboner leurs économies et tenir les engagements en matière de financement climatique à l'écart des pays en développement. Le vice-président de la République a par ailleurs présenté les actions menées par la Côte d'Ivoire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la résilience des populations face aux effets néfastes des changements climatiques. Le gouvernement accélère la transition énergétique du pays en vue de porter à 42% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2030. Plusieurs projets dans les domaines solaires, de la biomasse, de l'hydroélectricité sont en cours afin de mettre en valeur l'énorme potentiel du pays en énergie renouvelable de sources diversifiées. La Côte d'Ivoire poursuit également la mise en œuvre de son programme de reconstitution de son patrimoine forestier et d'agriculture zéro carbone. Mieux, mon pays est aujourd'hui prêt à émettre des crédits de carbone résultant de la forêt de taille qui dispose d'une forte capacité de séquestration de carbone. Outre sa participation à cette session de la 28e conférence des partis sur la lutte contre les changements climatiques, le vice-président de la République, Timoko Kone, a reçu en marge des travaux le président de la République de Madagascar. Les deux personnalités ont non seulement partagé leur vision quant au combat contre les changements climatiques, mais aussi évoqué l'excellence des relations entre leurs deux pays. Voilà, et loin de Dubaï, ici en Côte d'Ivoire, l'actualité est dominée par la reprise des élections locales dans certaines circonscriptions. Les électeurs sont sortis, vous allez le voir, massivement ce samedi pour élire leur maire et président des conseils régionaux. Les bureaux de vote ont fermé depuis 17h. Nous commençons par la région du Guémon, précisément à Diokwe, Bangolo. Les bureaux de vote, je rappelle, ont fermé à 17h. La journée du scrutin partiel de ce samedi 2 décembre s'est bien déroulée selon les représentants des candidats. On en sait plus avec nos reporters sur place. Les catholiques Jean Bosco de Diokwe, vous remarquez avec moi que les bureaux de vote ont fermé leurs portes. Et cela, à 17h, nous recevons avec nous le représentant local de la CEI, qui est le président du bureau numéro 4, qui nous dit que tout s'est bien passé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Alors, dites-nous, à cette heure-ci, quel est le point de la situation? Il faut dire qu'actuellement, nous avons fini les élections. Nous sommes à l'étape des dépouillements. Donc actuellement, nos collègues sont en train de faire le dépouillement. Alors vous attendiez à combien d'électeurs et combien ont réellement pris part au vote? Bon, dans le bureau numéro 4 que je suis, nous attendons plus de 300 électeurs, mais nous avons eu moins de 100 électeurs. Est-ce que tout s'est bien passé? Effectivement, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Les représentants des candidats, y compris les membres de la CEI, nous avons travaillé en parfaite harmonie et tout s'est en tout cas vraiment bien passé. Après cette étape, la prochaine, ce sera laquelle? Bon, il faut dire qu'après cette étape, nous allons converger les unes vers la CEI locale pour les résultats finaux. Juste avant le dépouillement, les représentants des candidats confirment que le processus électoral s'est déroulé dans une bonne ambiance. Depuis 7 heures, nous étions sur pied. J'ai même aidé les agents à l'installation des matériels. Concernant la salle, tout se passe bien, il n'y a pas d'anomalie. Les élections se sont bien déroulées à notre niveau parce qu'il n'y a rien eu, donc nous sommes contents. Tout s'est bien déroulé. Juste à cette heure pareille là, on n'a pas eu un dérangement. Depuis ce matin, nous étions là avec le président du bureau de vote. Donc nous sommes en parfaite harmonie. Nous sommes des frères. Nous avons partagé tout ensemble, l'eau glacée, la nourriture ensemble. Voilà. Donc je souhaite la paix
pour mon beau pays. Débuté effectivement à 8 heures, dans l'ensemble des bureaux de vote, le scrutin au titre des municipales et régionales partielles 2023 dans le Guémont n'a pas connu l'engouement du 2 septembre dernier. Des électeurs ont attendu presque l'heure de la fermeture pour s'acquitter de leurs devoirs civiques. Je travaille à mon propre compte. Je suis une coiffeuse. Aujourd'hui, j'étais un peu occupée par le travail, raison pour laquelle c'est maintenant que je viens voter. J'étais au village par rapport à une situation. Je suis électricien, bâtiment. Je viens de Guérison, je viens de voter mon candidat de mon choix. Dans la région du Guémont, 597 bureaux de vote étaient disponibles pour une population électorale de plus de 197 000. Voilà, et c'était un reportage de Walter Amadou Ouattara depuis la région du Guémont où le dépouillement a débuté à 17h30. Voilà, nous rejoignons maintenant Victorien Angoua au siège de la commission électorale indépendante ici à Abidjan pour nous rapporter l'ambiance sur place. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes en direct de la CEI pour parler des partiels. Certains résultats du vote du 2 septembre avaient été annulés par le Conseil d'État au terme d'un contentieux. 3 mois après, les candidats attendent le verdict des urnes ce samedi 2 décembre 2023. 10 circonscriptions sous le projecteur, les communes de San Pedro, Oumé, Tiasalé, Goïtafla, Ferke, Kumbala, Dabakala, Kwibli et Sarala et la région du Guémont. Je reçois justement Émile Brossé, il est le porte-parole de la commission électorale indépendante pour en parler. Bonsoir Émile Brossé. Bonsoir. Alors, à cette heure-ci, quel est le point de la situation? Mais avant de venir sur votre plateau, j'ai pris soin de appeler tous mes collègues superviseurs et de ce qu'ils me disent, c'est que tout va bien. Alors tout va bien, les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux ont-elles été respectées? En tout cas, nous avons respecté les heures d'ouverture. L'heure d'ouverture est de 8 heures et l'heure de fermeture 17 heures. Mais je rappelle à toutes fins utiles que si dans quelques bureaux il y a eu un léger retard, le temps qui a été décompté sera rattrapé à la fin au moment de la fermeture. Alors, l'on nous a signalé quelques incompréhensions à Tiasalé. Tout est rentré dans l'ordre, semble-t-il. Merci de me prêter le terme, parce que c'est vraiment quelques incompréhensions. Parce que d'aucuns sur les réseaux sociaux ou par ailleurs ont fait croire qu'il y avait des situations beaucoup plus graves, mais je peux vous rassurer que tout s'est bien passé et que moi-même qui vous parle, j'arrive de faire que ce Dougou et de Kumbala. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais en tout cas, tout se passe très très bien et actuellement, tous mes collègues sont dans la phase de ce qu'on appelle la computation. Alors, je rappelle que la commission électorale indépendante avait proclamé les 3 et 4 septembre 2023 les résultats des élections des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Ces élections avaient été organisé le 2 septembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Le RHDP, je le précise encore, avait remporté 25 régions sur 31 et 123 communes sur 201. On se retrouvera dans quelques instants justement pour les résultats. Bien entendu. Merci. Voilà, c'était Victorien Angoua depuis la commission électorale indépendante et comme vous l'avez entendu, dans quelques instants, vous aurez les résultats et on l'a également entendu de la part du porte-parole de la commission électorale indépendante. Le scrutin s'est déroulé très bien dans l'ensemble. Nous partons justement pour Tiasalé où le scrutin a eu lieu. On va voir le déroulement du vote avec nos reporters Konaté Moussa et Gamassou. À Tiasalé, il est 16h. Nous sommes à quelques minutes de la fermeture des bureaux de vote. Dans ce centre, les derniers électeurs sont venus accomplir leurs devoirs citoyens. Je suis arrivé ce matin, mais compte tenu de mon travail, je suis revenu à 14h. Donc c'est maintenant que j'ai pu voter. Je viens d'arriver parce que j'ai pensé qu'en arrivant à cette heure-là, il n'y aurait pas de monde. Malheureusement, je constate l'engouement. Je suis venu ici depuis 15h, même précisément ici sous soleil, il n'a pas encore voté. Donc vraiment, on souhaite que ça se passe dans les bonnes conditions, que le meilleur gagne. Le scrutin à Tiasalé est sous haute surveillance des forces de l'ordre.
On peut aussi apercevoir les missions d'observation électorale, comme le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, est également sur le terrain. Nos observations à chaud, c'est de saluer déjà l'ouverture des bureaux de vote à l'heure. Nous nous félicitons, nous, Conseil des droits de l'homme, de savoir qu'à l'occasion de cette reprise, les électeurs se sont massivement déplacés. Il y a eu quelques incidents, mais on voudrait aussi saluer la promptitude des forces de l'ordre qui a permis de rétablir l'ordre et tous les candidats ont pu visiter les différents bureaux de vote. Les bureaux de vote devraient être fermés à 17h. Selon les prescriptions en vigueur, seule la CEI est habilitée à proclamer les résultats. Voilà, il y avait aussi de l'ordre à Oumé. Voyons l'ambiance de ce scrutin de ce samedi avec notre reporter sur place, Victorine Yaoyoboui. C'est sous haute sécurité que les bureaux de vote à l'EPP Oumé 2 s'apprêtent à fermer leurs portes. Cela n'empêche pas des échanges entre représentants de candidats et agents de la CEI. Qu'est-ce qui s'est passé? Le vote devait se terminer à 17h puisqu'il a commencé à 8h. Et ces personnes étaient présentes sur les lieux de vote pour voter avant la fermeture à 17h moins 3. Et le président leur a demandé de se hâter pour qu'ils puissent rentrer pour voter. Ce à quoi le représentant d'un candidat rétorque « Non, lui, à sa montre, il est 17h ». Et nous sommes en train de lui expliquer que la règle, c'est 9 heures de vote d'affilée. Mais s'il se trouve encore au moment de la fermeture des électeurs qui étaient là avant, dans les files qui attendent, bien entendu, on prend le vote de ces personnes-là. Les incompréhensions évacuées, le dépouillement peut commencer. Les superviseurs des 3 candidats livrent leurs impressions sur le déroulement du scrutin. Avec le déploiement des forces de l'ordre et encore le conseil que les responsables de la CEI sont venus encore nous redire, vraiment, il y a eu la calmie, le vote s'est bien passé, pas de problème, il y a eu la fluidité et ça c'est extraordinaire. C'est d'ailleurs même du jamais vu dans ce centre ici à Oumé. Le matin, les gens sont sortis nombreux, venus en tout cas porter leur choix sur le candidat voulu d'eux-mêmes. Et les choses sont passées en tout cas dans la calmie. À part peut-être c'est un petit bobo, mais c'est évident. Là où il y a toujours opposition, je pense qu'il y a toujours ce genre de choses-là. Les sentiments sont les meilleurs, sont très apaisés. Vraiment, les votes se sont bien passés. Vraiment, c'est vrai, les agents sont venus, mais Dieu merci, on est en famille, tout s'est bien passé. Après l'annulation du scrutin du 2 décembre dernier, la CEI s'est donné les moyens de garantir la régularité du vote dans un climat apaisé. Lors des élections locales du 2 septembre 2023, il y a eu quelques incidents pour les élections municipales dans la commune de Oumé. Et donc, pour parer à toutes ces situations, la CEI a pris des dispositions renforçant les dispositifs sécuritaires. Et ce qui fait que nous avons un minimum 6 agents par lieu de vote, au lieu de 2 lors de l'élection du 2 septembre. Et en plus des 6 agents, nous avons du renfort, les militaires, les CRS, les GMI, la gendarmerie, tout le monde est déployé. Et on a plus de 300 agents pour la commune d'Oumé. Et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé depuis le matin. Et tout est sous contrôle. Ce sont 25 792 électeurs qui ont été convoqués ce 2 décembre pour l'élection du prochain maire d'Oumé. Les urnes des 78 bureaux de vote ont été convoyées dans la soirée à la sous-préfecture d'Oumé pour le comptage des voix. Les forces de l'ordre étaient également déployées à Goïtaf, la commune de la région de la Maraoué. Les électeurs sont sortis massivement pour exprimer leur suffrage. Nous témoignent Geneba Ouattara et Kader Sogodogo. École primaire mission catholique de Goïtafla. 7h30. Les agents de la commission électorale indépendante, CEI, s'activent à préparer les bureaux de vote avant l'heure indiquée pour l'ouverture. Électeurs, forces de l'ordre et représentants des candidats sont également présents. À 8h, les premiers électeurs pénètrent dans la salle pour accomplir leur devoir civique. Un peu plus loin, à l'EPP Municipalité 2, autre lieu de vote, et à l'EPP Diabouefla, un village de la commune, les électeurs sont massivement sortis
pour choisir leurs représentants à la mairie. Dans ces centres visités, le scrutin s'est bien déroulé. Pour cette reprise partielle des élections, de nouvelles dispositions ont été prises pour le bon fonctionnement du vote. Pour cette élection, cette fois-ci, il n'y a pas de sticker sur les bulletins de vote. Mais l'innovation, c'est qu'on doit poser 2 signatures, c'est-à-dire la signature du président et l'un des secrétaires. Donc lors du dépouillement, s'il n'y a pas de signature, les représentants des candidats peuvent se plaindre. La tablette, aucun problème à signaler. Nous avons même 2 par bureau de vote et tout va bien pour le moment. Sauf quelques votants qui, une fois identifiés sur la liste d'émargement, voilà, n'arrivent pas à être identifiés et votés. C'est 2 cas seulement pour le moment, ça va. Autant venir choisir son candidat et pour pouvoir l'encourager, pouvoir le booster, afin qu'il puisse réaliser nos projets. Les responsables de la CEI ont multiplié les appels pour un scrutin sans violence. Le message, c'est un message vraiment d'apaisement et dire aux populations que le rôle de la commission électorale indépendante est connu, c'est pour organiser des élections, mais cela aussi dans la transparence totale, dans l'équité et permettre donc de donner à nos communes la chance d'avoir aussi une liste élue et un maire installé pour impulser le développement. La commune de Goïta-Fla comptait 16 centres pour 29 bureaux de vote. Comme partout, les bureaux de vote ont fermé à 17h. Voilà, message de paix lancé aussi à San Pedro, où les bureaux de vote ont également fermé à 17h. Ambiance de vote avec Sam Conan sur place. Débuté à 8h, le vote a pris fin ici à San Pedro à 17h. Même si les électeurs ne sont pas sortis aussi nombreux, on note que dans l'ensemble, le scrutin s'est déroulé dans le calme, sans incident, dans les 57 lieux de vote. Tout s'est passé dans le calme depuis le matin. Il y a eu quelques retards, mais tout de suite, nous avons rattrapé le processus. Nous n'avons pas eu véritablement de problème avec les tablettes. Après la fermeture des bureaux de vote, les agents électoraux procèdent à présent au dépouillement des bulletins de vote. Et après le dépouillement, nous irons ensuite pour faire la compilation de tous les bureaux de vote, au vu et au su de tout le monde. Aux candidats, je demande de faire confiance à la CEI. Seule la CEI est habilitée à proclamer un résultat. Mais tous ceux qui s'aventurent vont subir la rigueur de la loi. Qui des 5 candidats sera désigné le futur maire de San Pedro? La réponse dans les prochaines heures avec la commission électorale indépendante. Justement, Victorien Angwa est au siège de la commission électorale indépendante, la CEI, qui donnera dans quelques instants, a promis le porte-parole de la commission électorale indépendante, les résultats. Nous partons maintenant pour Fek-Kédougou. C'est une bouffée d'oxygène pour de nombreux jeunes. Ils ont bénéficié d'appui financier du gouvernement pour mener des activités génératrices de revenus, nous rapporte Kadès Sogodogo. Sourire radieux chez ces jeunes heureux de recevoir un chèque qui vient donner un coup d'accélérateur à un projet qui est la clé pour passer de l'autre côté, dans le camp de ceux qui jouissent d'une autonomie financière. Des chèques allant de 300 000 à 1 500 000 francs CFA. D'autres jeunes sont heureux de tenir fièrement un bon de permis de conduire. Certains reçoivent du matériel dans le cadre des travaux à haute intensité en main-d'œuvre TIMO. Le programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières nord du pays fait des heureux à Fek-Kédougou au moment où l'on entame le dernier mois de l'année. Ce programme est mis en œuvre déjà pour occuper la population, occuper les jeunes, occuper les femmes, les occuper sainement. Des bénéficiaires heureux de saisir cette main tendue du gouvernement. Je suis allée maintenant m'inscrire tout simplement gratuitement. Je n'ai rien payé. Je dis à la jeunesse de Côte d'Ivoire, précisément à la jeunesse de Fek-Kédougou, faites comme moi. Le gouvernement de Côte d'Ivoire travaille pour nous. Je ne croyais pas, mais aujourd'hui, je crois. Il n'y a personne. Dieu merci aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce. Mon nom est sorti. Même si les frères, je n'ai pas payé pour aller m'inscrire. Présent aux côtés de nombreux élus de la région, le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, revient sur la nécessité pour la jeunesse ivoirienne de donner dos à la facilité et à s'engager résolument sur la voie du progrès. Je voudrais vous demander de vous joindre à moi
pour exprimer toute notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Oui, nous devons lui exprimer notre gratitude parce que le Président de la République est le premier chef d'État à avoir très vite pris la mesure de la situation sécuritaire donc dans les régions frontalières nord de la Côte d'Ivoire et comprendre que la réponse ne pouvait pas être que sécuritaire. C'est en cela qu'il a ordonné la mise en œuvre d'une panoplie d'actions pour faire face donc aux risques liés à l'extrémisme violent. Plusieurs autres jeunes ont également été retenus pour participer à des formations diplômantes sources d'emploi. Les responsables du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique ont profité de cette cérémonie pour inviter l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire à visiter ces sites à travers le pays. Dans la région du Tchologo, ils sont au total 1600 jeunes qui ont bénéficié de plus de 700 millions de francs CFA dans le cadre de ces différents programmes. Dans la région des Grands Ponts, les populations se sont retrouvées pour une journée d'hommage, une journée de reconnaissance au président de la République pour ses actions de développement. Issa Tchounaïo. Le peuple haïti, aux côtés du ministre délégué chargé des sports et du cadre de vie. Au cours d'une cérémonie à l'hôtel du district au Plateau, il a félicité le président de la République, Alassane Ouattara, pour la nomination d'un fils des Grands Ponts au poste de ministre et salué ses actions de développement en faveur des populations. Nous devons nous unir pour accompagner notre président. Et en tant que jeunes, en tant que leader de jeunesse, nous avons compris cela et nous avons rassemblé toute cette jeunesse-là pour accompagner notre président. La CAN est arrivée et nous, en tant que jeunes, il faudrait que nous soyons mobilisés. Le président de la République a semé la paix. Étant comme ça, il faut le soutenir. Il faut lui dire merci. C'est pourquoi, à travers notre frère, le ministre, nous disons merci au président de la République. En sa qualité de cadre des Grands Ponts, Mech Silas exhorte les populations à soutenir le chef de l'État dans sa transformation qualitative du pays. Il faut travailler à raffermir les liens de fraternité. Ensuite, il faut ouvrir les yeux des populations sur l'urgence de se concentrer, de se focaliser sur les actions de développement. C'est extrêmement important. On a la chance d'avoir un président au travail, on a la chance d'avoir un Premier ministre très réactif et au travail. Ce qu'il faut, c'est de leur poser nos préoccupations et de voir ce qui peut être fait à court, moyen et long terme. Selon le ministre Mech Silas, aucun développement n'est possible sans paix. C'est pourquoi il invite l'ensemble de la population à la cohésion. Nous partons maintenant pour cette nuit de l'Ivoirien nouveau. La 3e édition vient de se tenir et l'excellence a été célébrée. Notez que plusieurs prix ont été décernés et l'Observateur des médias, c'est une plateforme interactive qui est organisée et présidée par Éric Goré, journaliste à la rédaction de RTI 1. Franck Ouadio. Un monteur, un caméraman, des personnalités de valeur reconnues pour leur engagement citoyen et résilient. La nuit de l'Ivoirien nouveau, édition 3, remet le couvert. Gilles Tonien et Zié Apollinaire, tous deux du groupe RTI, sont les heureux lauréats. À travers la qualité de nos sons, à travers toutes ces belles séquences qu'on faisait dans l'ombre, aujourd'hui, on le met à la lumière. Je rends grâce à Dieu. C'est le couronnement de tout ce que j'ai fait dans cette télé-là. Vraiment, aujourd'hui, Dieu a permis que je sois élevé. Des grands prix, mais aussi des distinctions sectorielles attribuées. C'est un ouf de soulagement. Et puis c'est le couronnement d'un travail acharné. Et vraiment, je suis très heureux. C'est un travail d'ensemble. J'ai déjà dit merci à toute l'équipe de production. C'est de l'argent qui m'anime, c'est de la reconnaissance. Des techniciens de l'audiovisuel, mais surtout des personnalités de divers secteurs primés. Entre autres, Mamadou Touré, Enza Kamara, André Hyacinthe, Andésiré Ouloutou, Fatima Bamba, Raymond Goudoukofi, meilleur ministre-gouverneur, mais aussi des prix spéciaux. Je suis parti à la retraite, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, mes pères me ressuscitent
et reconnaissent que j'ai fait du bon boulot. Je suis heureux. Une nuit de distinction, mais surtout le prétexte pour les initiateurs, les observateurs des médias, pour véhiculer de nouvelles valeurs sociétales. Chaque année, ce sont des Ivoiriens nouveaux qui sont primés. Les observateurs des médias et donc la fête hier qui réunit journalistes, professionnels de la communication. Ces structures travaillent à lutter contre les fake news, valorisant le travail bien fait, en mettant en lumière les techniciens, pour ne citer que ceux-là qui sont toujours derrière les caméras. Les observateurs des médias soutenus par les plus hautes autorités, en l'occurrence le Premier ministre Robert Begremambé, représenté par la présidente du Sénat. Si nous voulons que notre beau pays atteigne l'horizon de l'excellence, nous devons être des Ivoiriens nouveaux. Et c'est la raison pour laquelle, au nom du Premier ministre, ayant vu la justesse du thème évoqué, je voudrais en son nom féliciter encore une fois les initiateurs. Comme de coutume, un pays est à l'honneur. Le Nigeria, pour cette édition 2023, marque sa présence. Le décor est planté et rendez-vous est pris pour l'édition 2024. Voilà, belle célébration de l'excellence. Le Burkina Faso et le Niger, tous deux pays gouvernés par des régimes militaires, annoncent leur retrait du G5 Sahel. L'annonce a été faite aujourd'hui via un communiqué. Selon Ouagadougou et Niamey, l'organisation peine à atteindre ses objectifs. Je rappelle que le G5 Sahel est une organisation créée pour lutter contre le djihadisme au Sahel. Et à sa création en 2014, l'organisation était composée du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et du Tchad. Aujourd'hui, 9 ans après sa création, le G5 Sahel ne compte plus que 2 pays en son sein, à savoir le Tchad et la Mauritanie. En Italie, un décret du Sénat durcit les mesures relatives aux migrants mineurs non accompagnés. Les sénateurs ont adopté définitivement cette semaine un décret gouvernemental sur l'immigration approuvé en octobre dernier. Désormais, les mineurs étrangers non accompagnés âgés d'au moins 16 ans pourront être placés dans des centres de rétention pour adultes pour une durée allant jusqu'à 5 mois. Et pour les moins de 16 ans, la durée de séjour dans des structures pour mineurs passe de 30 à 45 jours. Cette adoption intervient alors que l'Italie vient d'être à nouveau condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir détenu 4 mineurs pendant des mois. Et nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. Et on commence par un mot de cinéma. La RTI présente un documentaire hommage à Bernard Dadier. Bernard Dadier, un homme de liberté, c'est l'intitulé de cette production cinématographique qui retrace le parcours de cet illustre écrivain. Serge Pacom Didi, c'est Fora qui dit. Le père de la littérature ivoirienne, Bernard Belin Dadier, immortalisé dans une production cinématographique intitulée « Bernard Dadier, un homme de liberté ». Un documentaire réalisé à partir d'entretiens, d'archives, de reconstitutions historiques et d'interprétations de certains de ses textes. Ce film est une idée de Agnès Ribouton et Afficiata Dosso. C'est également le fruit d'une collaboration entre RTI Distribution et la Fondation Bibliothèque Archives Bernard Bédadier. C'est un film qui se veut être un hommage. Raconter un petit peu, oui, il fallait trouver sa vie, puisqu'on est quand même dans la chronologie de sa vie, tout en abordant quand même les différents types d'œuvres qu'il a fait, le conte, le poème, le journalisme, le roman, le théâtre. Donc il fallait arriver à tresser tout ça, et tout ça sur cette toile de fond historique qui a son importance. Une production illustrée avec des séquences de vie, des témoignages poignants, des anecdotes. Pour moi, ça a été vraiment ce moment-là d'apprendre à nouveau, en travaillant sur cette séquence-là de voix, portant justement sur le documentaire Bernard Dadier. Le film s'intitule Bernard Dadier, un homme de liberté. La liberté est pour nous tous, être humain, une quête permanente. Être témoin du parcours d'un homme d'une telle grandeur, c'est se retrouver à la fois tout petit, mais tout aussi un peu grand, parce qu'on se dit on aura contribué au moins à relire l'histoire de Bernard Dadier. Présent à cette grande première du documentaire Bernard Bédadier, un homme de liberté, Benjamin Belin Dadier, le fils de l'illustre disparu, traduit l'immense bonheur de la famille devant ce grand hommage. Nous sommes très heureux que ce documentaire ait été fait. C'est une bonne chose que des personnalités ivoiriennes inspirantes
puisse être magnifié de cette façon. Et pour les générations futures, ces archives vont servir à toujours connaître l'auteur Bernard Dadier. Son parcours politique, son expérience carcérale sont essentiellement des pans du parcours de la vie de Bernard Dadier, retracés dans ce documentaire qui vise à célébrer les valeurs et restaurer les mémoires. Alors, on met le cap sur Adiaké où se tient un festival gastronomique et il est placé autour du thème autonomisation financière de la femme en milieu rural. Cas d'Adiaké, Franco Diop, le reportage. Et de deux pour Adiaké et son festival gastronomique qui réunit toutes les couches sociales de la région du Sud Comoé. Le thème choisi, autonomisation financière de la femme en milieu rural. En ligne de mire, porter une attention particulière à la gente féminine en les aidant à créer des activités génératrices de revenus. Le festival gastronomique de cette année obéit à certains objectifs primordiaux, à savoir la promotion du développement économique et touristique à Adiaké, la valorisation de la production animale, halieutique et agricole, et surtout l'autonomisation financière de la femme dans tous les départements d'Adiaké. Yen Yakoubassié, premier magistrat de la commune, note la mobilisation et l'engagement des femmes et les invite à s'approprier ce festival. Nous travaillons à faire en sorte que cette activité, autant que les festivals, soit une activité pérenne et année après année, qui se bonifie, pour combiner l'aspect autonomisation de la femme et l'aspect touristique d'attrait pour Adiaké. C'est bon de leur dire, allez-y, faites des activités. Aussi, faut-il leur donner les moyens de bien encadrer leur activité. Je pense que l'initiative, elle est heureuse. Elle est heureuse parce qu'elle vise des objectifs qui sont à la fois nobles et multiples, des objectifs qui ne peuvent que participer donc à l'émancipation de nos femmes sur le plan économique et sur le plan social, et vous dire combien nous, les membres du gouvernement, nous sommes heureuses de participer, d'accompagner. Durant 3 jours, les populations ont pu apprécier l'art culinaire Bétibé dans toutes ses composantes et cerises sur le gâteau, des stands attractifs à visiter, des concours de beauté, un atelier de formation, des conseils et des maquilles géantes, entre autres, offerts aux populations pour leur divertissement. Ambiance bon enfant également dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Blolequin se tient un autre festival, c'est le festival de danse des masques féminins et c'est la 3e édition. Il s'agit de contribuer donc au renforcement du vivre ensemble, nous dit Chaltatou. Kouadéguézon, localité du département de Blolequin. La localité a vu la naissance de certains villages du canton Bo. Ici, le vivre ensemble est une réalité. Plusieurs communautés venues des pays de la CEDEAO et celles issues des autres régions ivoiriennes y vivent en bonne intelligence avec les autochtones. Kouadéguézon est le premier village qui a accepté les étrangers. On a des Baoulés, on a des Agnis, on a des Béninois, on a des Togolais, on a des Burkinabés, on a des Maliens, tout le monde est ici. La population de Kouadéguézon demeure les pieds dans la tradition et la tête dans le modernisme. Son festival Douai-Marie, un événement culturel qui fait la promotion de la danse des masques féminins, contribue chaque année au renforcement de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Les masques des femmes, les femmes sont nos moments de paix. Le vivre ensemble impacte positivement. Le village est devenu une importante zone de produits périns et vivriers. Ceux qui sont venus avant, et ils produisent beaucoup, mais ceux qui sont venus nouvellement, leur production vient de commencer. Moi, je viens d'arriver, mais je peux avoir 1 tonne. Cependant, Kouadéguézon a besoin d'un certain nombre de commodités pour affirmer son développement. Pas d'eau potable. Insuffisance également de logement de maîtres. Les logements, il n'y en a pas. Le cas de santé manque. Donc un village, qui est le premier village du canton Bo, manque de tout cela. Le chef de village sollicite le concours des autorités compétentes. Ce qui est notre besoin réel, on doit avoir un château d'eau dans ce village. Il n'y a seulement que des puits. Nous buvons dans les puits. Administrativement, Kouadéguézon dépend de la sous-préfecture de Théon.
Et on en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture. Je vous retrouve avec plaisir, professeur Saïdou Bokoum, pour évoquer, je rappelle, le théâtre et la tradition orale que vous avez enseigné, je rappelle, à l'université Paris 8 Saint-Denis. C'était de 2002 à 2010. Et vous êtes à la retraite, mais vous continuez à transmettre votre passion. On dira donc que de Saint-Denis à Trècheville, en passant par Dinguirail, le phénix que vous êtes ne plie pas du tout les chines. Non, pas du tout. Mais vous renaissez. C'est cela. Donc de Paris 8 à Trècheville, c'était le grand écart. Ça crépitait dans ma tête, mes doigts, je m'ennuyais un peu sans le théâtre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un roman, Le secret du grand secret. Mais ce roman est écrit comme une pièce de théâtre. 32 clairières, 32 chapitres, 32 tableaux. Ça m'a permis de vivre le théâtre quand même. Parce que 10 ans, c'était pas possible. Il fallait que je crée. Et comme vous le dites, le théâtre, c'est votre vie. Ouais. Comment vous définissez le théâtre et la tradition orale? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux genres artistiques? Oui, oui. À Paris 8, j'ai enseigné théâtre et pratique identitaire. Autrement dit, l'identité, c'est des relations humaines. Et le théâtre, c'est, disons, l'art le plus adapté pour concevoir un échange entre le spectateur et l'acteur. Autrement dit, le fait de rester dans le théâtre, c'est parce que pour moi, le théâtre exprime le mieux la vie, la relation. La relation n'est pas rompue. C'est ça qui m'a amené, évidemment, à écrire ce roman, qui est comme... Et ce roman, justement, il va paraître à Abidjan. D'accord. Et la tradition orale? La tradition... Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux genres? Oui, c'est l'oralité. C'est l'oralité. Tradition, c'est l'oralité, c'est de transmettre. Donc l'oralité et le théâtre, c'est la même chose. Le théâtre, on est là, on transmet quelque chose à quelqu'un de vivant. Quelqu'un disait, Peter Brook, que le théâtre, il suffit que quelqu'un soit assis sur une terrasse, qu'il voit un homme qui passe, l'acte théâtral est amorcé. Donc, c'est ça la relation entre le théâtre et la tradition profonde, j'entends. Et bien sûr, ça tire aussi sa source en Afrique. Est-ce qu'on peut connaître un peu cette évolution depuis d'hier à aujourd'hui? Il y a quelque chose qui a changé ou bien on garde le cap? Oui, ça a changé quand même. Ça a changé parce que ça va trop vite. Ça va trop vite, les metteurs en scène, les acteurs, les écrivains, comme on dit maintenant, chap-chap, tout de suite. C'est trop rapide, ça va trop vite à mon avis. Ce qui fait que ça réduit un peu la visibilité, disons la crédibilité du théâtre. Et autre chose, c'est que la tradition orale renvoie à des traditions, des pratiques ancestrales, comme le koteba. Le koteba, Bamana Manika, c'est du théâtre. Le didiga, c'est du théâtre. Le théâtre rituel de Verveliki, c'est du théâtre. Donc la tradition orale, elle est là parce qu'elle exprime une relation humaine et le théâtre est là parce qu'il exprime une relation humaine. Donc c'est ça la relation entre l'oralité, la tradition et le théâtre. Justement, votre histoire avec le théâtre ne date pas d'aujourd'hui. Nos reporters Sèche pas comme Didier, Franck Quadio nous dévoilent ce parcours riche, très inspirant. On va suivre ensemble. Bien. On en reparle. Théâtre en Afrique de l'Ouest, c'est fait d'armes, le célèbre En attendant mon grotto en 1986. Un an plus tard, Madame le ministre, et en 88, Chic Choc Chèque, puis 90, Alocodrame. Fondateur de la compagnie Phénix, il contribue à la formation de plusieurs grands noms du théâtre tels Nakissi Savané et bien d'autres. Saïdou Bokoum est également. Saïdou Bokoum a enseigné le théâtre et la tradition orale à l'université Paris 8 de 2002 à 2010 en qualité d'assistant-chercheur au département de théâtre du Centre international de création d'espaces poétiques. Il est auteur de plusieurs pièces de théâtre représentées en Côte d'Ivoire, à Lagos, mais aussi à Avignon en France, dont Dépossession créée au Théâtre de la Cité internationale de Paris et Regrets présenté à Lagos en 1977. D'origine guinéenne, il fait les beaux jours du théâtre en Afrique de l'Ouest. C'est fait d'armes, le célèbre En attendant mon grotto en 1986. Un an plus tard, Madame le ministre, et en 88, Chic Choc Chèque, puis 90, Alocodrame. Fondateur de la compagnie Phénix, il contribue à la formation de plusieurs grands noms du théâtre tels Nakissi Savané et bien d'autres. Saïdou Bokoum est...
Justement, vous avez formé tellement de talents, tels que Nakissi Savané. Vous avez écrit tellement de pièces de théâtre. Et même vous êtes en train d'encore écrire un roman. Le phénix renaît. De ses cendres. Oui. Parce que le théâtre, c'est ça. Et ce roman-là, vous avez dit, va paraître en Côte d'Ivoire. Va paraître. Premier trimestre de 2024. Il est intitulé Le secret du grand secret. Le secret du grand secret. Le secret que vous allez dévoiler. Voilà. Mais voilà, le lecteur, il saura ce que c'est que le secret du grand secret. Ou alors, ça restera un secret. C'est un suspense. C'est un suspense. Alors, comment vous abordez la transmission de la tradition orale à travers vos créations théâtrales? Disons que j'essaye de faire le vide autour de moi et je plonge dans l'athanor primordial, le feu central. C'est comme ça, il y en a qui plongent dans l'eau, Narcisse. Moi, je plonge dans le feu central. Et je sais qu'il y a dans la tradition profonde des valeurs cardinales, mais perpétuelles, pour ne pas dire éternelles. Je remonte avec, disons, cette chaleur, je remonte avec cette vie et je sais pas, je m'immerge et quand je remonte, je sens que quelque chose va se passer. Quelque chose, je ne sais pas, c'est le lecteur qui saura ce qui se passe. Parce que c'est un secret. Le secret, c'est comme, disons, Dieu, disait Hölderlin, c'est comme la mer. Il se retire en se dévoilant. Ou il se dévoile en se retirant plutôt. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, plus vous avancez, vous voyez qu'il y a un absent. C'est l'absent-là qui est justement présent. À Paris 8, vous avez pris des jeunes gens qu'on considère comme des rebuts de la société. Vous avez réussi à les intégrer dans cette société. Ces jeunes gens ont pu subvenir à leurs besoins grâce à cet art qu'est l'art théâtral. Vous avez formé tellement de talents. On a entendu Nakissi Savané. Dites-nous, quel est ce... Comment est-ce que vous arrivez à transmettre ce génie en jeunes gens? En regardant les choses de façon concrète. Ces jeunes de banlieue qui venaient dans ma classe, c'est des jeunes abandonnés et qui se laissaient dans l'abandon. J'ai essayé de leur dire non, il ne faut pas tuer vos possibilités. Ah non, c'est beaucoup. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je les prenais, j'allais à Saint-Denis, la commune du 9-3, je leur montais le hip-hop. Des jeunes qui dansent le hip-hop, qui dansent le breakdance. Et en retour, ces jeunes-là, je les invitais dans ma classe. Donc, il y a eu échange entre les jeunes qui ne sont pas à l'école et des jeunes qui sont à l'école mais qui ne veulent rien faire. Petit à petit, j'ai conçu, disons, une valise pédagogique à l'usage des autres enseignants pour dire qu'il ne faut pas les refouler. Il faut être patient avec eux. Ainsi, petit à petit, ces jeunes sont revenus en se disant, attention, il faut qu'on ait des diplômes. Et ces jeunes, finalement, j'ai un exemple concret, c'est des jeunes de Stein, la haute commune, la haute banlieue. Les jeunes de Stein, le maire, du maire jusqu'au planton, c'est des jeunes qui sont sortis de ma classe. Et des jeunes qui ne sont pas là à l'école, mais comment ils arrivaient à maîtriser ces tests que vous leur dictiez? Disons que ceux-là, ils avaient comme le baccalauréat. Ils avaient le baccalauréat, ils sont venus à Paris 8, en L1, L2. Et donc, avec le baccalauréat, malgré ça, c'est des jeunes qui cassent tout. Ils viennent en classe, achever le petit déjeuner. Je dis non, dites-vous que si vous sortez d'ici, sans la licence, vous retombez dans la racaille, comme on dit, la caïra. Donc, ils ont compris qu'il fallait absolument faire quelque chose pour eux-mêmes. D'accord. Et donc, le théâtre a réussi à les transformer. La tradition orale dont vous seul avez le secret a réussi donc à les transformer. Vous avez écrit et mis en scène de nombreuses pièces. Existe-t-il une pièce en particulier que vous aimeriez voir perdurer comme un héritage durable de votre contribution au théâtre africain? Comme ça, puis lever comme ça, je disais, en attendant mon gros tour. En attendant mon gros tour. Est-ce que vous pouvez bien fredonner pour qu'on entende? En attendant mon gros tour, en attendant mon gros tour, celui que je préfère ou la Merco, en attendant mon gros tour, aller à l'hôtel, etc. Donc c'est cette pièce-là que j'aimerais faire la série des pièces que je vais essayer de monter à Abidjan. D'accord. Et comment pensez-vous, pour terminer, que le théâtre africain peut surmonter les défis actuels pour s'épanouir et s'élever, tout comme l'aigle qui s'envole? Ce sera grâce à vous, les médias. Parce que
Aujourd'hui, l'homme vit l'urgence. Donc, les médias assurent, disons, un service public à caractère privatif. Donc, c'est vous qui pourriez nous aider énormément pour baisser un peu le rythme de la vitesse, pour que les gens prennent le temps de regarder quelque chose d'autre. À côté des séries, à côté, nous faire un petit coin pour que le théâtre qu'on a vécu ici, les années de fête, 70, 80, avant la conjoncture, la Côte d'Ivoire était le phare de la culture par le théâtre. Les hommes de théâtre étaient plus célèbres, disons, aussi célèbres que les musiciens. Voilà, c'est comme ça que j'espère qu'on va pouvoir, disons, renaître le Phénix, grâce aux médias notamment. Et justement, le théâtre, c'est votre vie. Le Phénix renaît de Saint-Denis à Abidjan, en passant par Dinguiraye, le théâtre renaît. Merci d'avoir été sur notre plateau et merci de toujours continuer à faire vivre cet art qui fait vivre l'Afrique et la culture. Merci beaucoup. Merci Marie-Laure. De Saint-Denis donc à Treichville en passant par Dinguiraye, nous avons fait le tour presque. Le Phénix, professeur Saïdou Bokoum, n'a jamais plié face au temps, malgré l'âge. Il renaît et il est porteur d'une passion débordante pour le théâtre et la tradition orale. Cet art unique qu'il aspire à préserver doit être un pont entre les générations, n'est-ce pas? C'est tout à fait ça. Et une fenêtre sur l'histoire. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez pour le moment avec nous. On va regarder ensemble et j'invite les téléspectateurs à le faire avec nous. Ne décrochez surtout pas sur RTI 1. Nous vous proposons tout à l'heure votre émission préférée, 1 à 12. Passez une très belle soirée. Et moi, je vous dis à demain 20h. Gardez l'espoir et promouvons la paix.